Bienvenue à tous et à toutes et merci pour votre présence, très appréciée. Également, merci à Equitas, partenaire commanditaire et co-créateur de ce webinaire. Equitas, c'est une firme dynamique basée à Laval qui regroupe près de 21 professionnels, dont 12 avocats en droit commercial et fiscal. Equitas se distingue par une expertise pointue en transfert d'entreprise, fusion et acquisition, planification fiscale et successorale. Il accompagne ses clients à chaque étape grâce à des services stratégiques comme la réorganisation corporative, la protection d'actifs et l'optimisation fiscale. En complément, leur équipe en litige corporatif offre une approche globale alliant stratégie, prévention et gestion efficace des différends et au service des enjeux concrets des entrepreneurs québécois. Pour le webinaire, l'événement va durer jusqu'à 13 heures. Donc, nous avons Nolwenn et Chantal au soutien technique. Vous ne les verrez pas, mais possible que vous les entendiez à quelques reprises. Vous pouvez aussi poser vos questions dans la rubrique Q&A et sachez que la présentation PowerPoint vous sera envoyée dans les 2 prochaines semaines qui suivent ce webinaire. Voilà. Donc, Nolwenn, on peut avancer la présentation. Donc, Repreneuriat Québec, c'est quoi? Pour ceux qui connaissent un peu moins Repreneuriat Québec, en fait, on est un organisme de développement économique. Donc, nous sommes neutres. On est vraiment, on se place pas, on n'est pas en position autant du cédant et du repreneur. On est vraiment neutre dans les transactions. C'est bien important. C'est un mandat qui est gouvernemental. Donc, Repreneuriat Québec est soutenu par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Donc, on reçoit nos fonds essentiellement du ministère. La présence est régionale, donc partout au Québec, on offre les services. Donc, dans chacune des régions, on a des experts qui couvrent ces régions. Et évidemment, donc, on a aussi, on est là pour la pérennité des entreprises québécoises. Bien évidemment, là, on veut que les entreprises passent le flambeau à des repreneurs québécois essentiellement et que l'économie du Québec reste forte et surtout reste au Québec. Suivante. Donc, les services conseils, c'est quoi? En fait, on est là pour guider, conseiller les entrepreneurs tout au long de la démarche de vente ou d'achat d'une entreprise, de façon neutre et confidentielle, comme je vous disais tantôt. Les occasions d'affaires, on en a beaucoup sur l'index, comme hors index, évidemment. Donc, on a toujours des entreprises qui ne souhaitent pas nécessairement être affichées sur l'index et d'autres, oui. Donc, c'est une plateforme qui est tout simplement confidentielle de mise en relation. Donc, tout ça pour faciliter les maillages entre repreneurs et cédants. Notre réseau d'affaires, ben, vous voyez avec Equitas, Equitas sont ici, c'est pas pour rien, donc c'est une organisation à qui on fait confiance, qui sont compétents. Donc, on a un réseau d'experts comptables, évaluateurs, fiscalistes qui nous entourent. Donc, on ne prétend pas remplacer les experts, bien au contraire. Donc, on travaille en partenariat avec ces experts externes. Formation événement, ben là, vous êtes aujourd'hui à un événement de webinaire, donc on offre aussi des formations. Donc, tout ça, c'est tout simplement pour équiper les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs à connaître certains sujets sur l'entrepreneuriat. Ici aujourd'hui, là, des sujets plus spécifiques au niveau des stratégies de financement optimales. Donc, toutes les solutions d'accompagnement en transfert sont sur mesure. Donc, c'est pas déjà tout fait, là, c'est du cas par cas. On s'adapte à toutes les situations et des experts qui sont présents dans les régions, qui sont associés à un pôle dans une région et on travaille en collaboration en interne, là, ensemble. Donc, on ne prétend pas avoir toutes les connaissances, chacun au niveau du reprenariat. Il y a tellement de champs à couvrir, mais en équipe, c'est notre force. Donc, on travaille en collaboration ensemble à l'interne. Voilà. Donc, ça fait le tour de ma petite présentation. Maintenant, écoutez, nous avons aujourd'hui de la chance, vous avez vu un petit peu de côté, là, Maître Jérémy Larente et Maître Anne-Frédérique Bourgault. Donc, tous deux avocats chez Equitas. Donc, partageront des conseils pratiques et des perspectives terrain pour sécuriser et réussir vos transitions d'entreprise. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à nos conférenciers. Merci beaucoup, Martin. Belle présentation. On va rentrer dans le vif du sujet, plan du webinaire aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre.
Financement d'entreprise, on va passer à travers les types de financement pour être certain que vous ne laissez pas des opportunités sur la table. Donc, on va faire le tour des types de financement, quelques conseils pratiques à considérer en amont pour éviter les mauvaises surprises en lien avec le financement à la fin de la transaction. Euh, Termes et conditions d'un financement classique pour que vous ayez un peu un aperçu et le vocabulaire nécessaire pour discuter de votre financement avec vos banquiers, plus particulièrement. Et après ça, on va tomber dans quelques cas pratiques, différentes structures d'acquisition fiscalement optimales pour gérer votre financement. Fait que vous l'aurez compris, la présentation est principalement adressée à des acheteurs d'entreprise. Par contre, ces points-là, c'est des éléments qui sont importants à comprendre dans son contexte global, qu'on soit acheteur, qu'on soit vendeur ou professionnel qui accompagne les cédants et les repreneurs dans leur dossier d'acquisition. Donc, ça s'adresse à tous au final. Premièrement, les types de financement, on vous en a listé quelques-uns pour vous assurer que vous avez fait le tour de la question puis que vous ne laissez rien sur la table au niveau du financement, parce qu'on a le classique mise de fonds, financement traditionnel en tête que tout le monde connaît, mais il y a plusieurs autres opportunités qui pourraient vous permettre d'avoir un avantage financier important avec des termes financiers qui sont plus avantageux puis qui vont avoir un impact sur votre cash flow post-transaction. Donc, pour se lancer, la mise de fonds de l'acquéreur, cas classique, ça va être autour de 10 à 20 de la portion acquisition provenant de vos propres liquidités. La banque en exige dans la plupart des dossiers pour s'assurer que vous ayez un intérêt financier personnel dans le cadre de la transaction. Donc, règle du pouce entre 10 et 20 de la transaction. Ensuite de ça, le financement bancaire traditionnel, on a mis BDC comme exemple puisqu'on on les retrouve dans beaucoup de dossiers d'acquisition de PME au Québec. Après ça, on a le contrat de vente dans lequel vous pouvez négocier certaines clauses qui vont impacter votre financement. Donc, la plus importante se retrouve dans la balance de prix de vente. Important de discuter de ces éléments-là le plus rapidement possible avec votre vendeur dans le cadre de la négociation de votre lettre d'intention parce que c'est un élément qui implique le vendeur puis qui va être difficile à négocier si on se rend trop loin dans le cadre du processus de vente. Donc, la balance de prix de vente, essentiellement, ce que ça représente, c'est que le vendeur va renoncer à une portion de son prix de vente au moment de la clôture pour avoir des paiements échelonnés dans le temps après la transaction. Donc, on retrouve des balances de prix de vente entre 2 et 5 ans habituellement dans nos dossiers. Euh, Important à noter sur la balance de prix de vente, il y a des objectifs financiers. Donc, ça fait partie de votre montage financier, oui, mais c'est également un élément plus factuel, opérationnel de transfert d'entreprise. Donc, la balance de prix de vente ne sert pas juste à votre montage financier, mais va servir également à s'assurer que le vendeur a un intérêt économique, puis un intérêt à ce que la transition se fasse bien au niveau après la transaction. Donc, si par exemple, on a une transaction sur 1 million de dollars, il y a un 200 000 qui est en balance de prix de vente pour un prix de vente total de 1,2 million. Mais le fait que 200 000 supplémentaires soient attachés à la société, soient attachés à la réussite de cette société-là post-transaction, va encourager votre vendeur à bien vous céder la société, s'assurer que le transfert se fasse de manière conforme, puis que votre réussite se fasse bien là, après la transaction. Donc, c'est un intérêt aussi au niveau factuel, puis parfois même la banque, pour cette raison-là, va exiger qu'il y ait une balance de prix de vente qui soit négociée dans votre dossier. Un peu dans la même optique, on retrouve parfois, mais moins fréquemment, les clauses de earn-out ou reverse earn-out. On n'entrera pas dans le détail, mais ce que ça représente, c'est une balance de prix de vente qui est conditionnelle à l'atteinte de certains objectifs financiers après la transaction. Donc, je vous donne un exemple encore basé sur 1 million. On s'entend pas sur le prix de vente entre acheteur et vendeur. On va offrir 1 million. De son côté, il veut 1,2 million. Mais pour se rassembler dans le milieu puis avoir quelque chose qui fonctionne, on peut proposer un earn-out. Ce earn-out-là va être, par exemple, lié à l'atteinte de bénéfices nets cibles après la transaction pour les 2 à 3 années après la transaction, atteinte de BAYA cibles, des cibles de vente. Une fois qu'on a atteint ces seuils-là, ben là, ça va déclencher le paiement de cette balance de prix de vente conditionnelle qu'on appelle. Donc, c'est un autre élément qui peut être intéressant à analyser lorsque le montage financier fonctionne pas de votre côté, puis qu'il y a un différent sur l'établissement de la juste valeur marchande entre les parties. Donc, l'intérêt financier va être
va être attaché à la réussite de la business post-transaction. Fait que votre risque à titre d'acheteur est quasi nul. Puis le vendeur, ben, il va avoir encore un plus grand intérêt à vous céder l'entreprise de manière efficace. Fait que ça peut être considéré. Ça amène d'autres implications financières, là, donc, et fiscales. Là. Donc, veuillez consulter des fiscalistes pour si vous voulez mettre en place un out. Prochain élément qui est souvent le plus négligé, en fait, qu'on voit dans nos transferts, c'est tous les programmes régionaux, municipaux, gouvernementaux, les subventions disponibles qu'on néglige souvent. Habituellement, c'est pas pour des gros montants, mais ça peut venir compenser le manque de mise de fonds dans plusieurs dossiers. Donc, on vous invite à contacter vos conseillers économiques régionaux qui vont pouvoir vous aider dans les différents programmes qu'il y a dans vos secteurs. On a par exemple le Fonds de transfert d'entreprise du Québec qui est géré notamment par la FTQ, dans lequel il y a des moratoires de paiement de capital et d'intérêt pendant quelques années, ce qui peut aider grandement les finances post-transaction, là, dans lequel on a des gros investissements à faire si on veut redresser l'entreprise. Ben, le fait d'avoir un congé de paiement peut vous aider au niveau cash flow, ça c'est certain. Ensuite de ça, moins traditionnel, mais évidemment pour combler la mise de fonds, si jamais vous avez de l'équité disponible sur votre résidence principale, on peut mettre en place un refinancement hypothécaire, marge de crédit pour combler ce besoin-là. Puis aller chercher également, pas nécessairement que si on manque de mise de fonds, mais aller chercher un taux d'intérêt qui est plus avantageux sur une portion du financement. Puis également, ces prêts-là sont beaucoup plus faciles à mettre en place qu'un prêt traditionnel d'acquisition. Donc, la marge de crédit est liée à l'équité sur votre maison. Le processus de financement d'une acquisition d'entreprise implique un long processus, des documents à transmettre sur la viabilité de la business, des montages financiers, projections financières. Donc, la complexité d'un prêt au niveau personnel est c'est beaucoup plus simple. Prêteur privé, partenaire silencieux, si jamais il y a encore des besoins de combler le montage financier avec eux, sachez que, évidemment, leurs taux d'intérêt et conditions sont beaucoup plus élevés que les banques traditionnelles. Donc, faire attention quand vous rentrez ce type de partenaire-là dans vos dossiers d'acquisition. Puis finalement, si on veut continuer à être un peu plus créatif dans le montage financier, on peut négocier des termes de convention d'emploi, convention de service directement avec le vendeur. Donc, par exemple, si on reprend l'exemple de 1 million 200, ben, nous, on est prêt à offrir 1 million, mais pour rassurer le vendeur au niveau de son prix de vente, on peut lui garantir un emploi d'1 an pour la transition à un salaire annuel de 200 000, ce qui vient combler une certaine portion de son manque dans son chiffre qu'il avait en tête pour sa business. Ça peut être aussi lié à une convention de vente à commission qui, encore une fois, vient augmenter l'intérêt financier du vendeur dans la business post-transaction. Là. Donc, ensuite de ça, on va passer au niveau des quelques petits aspects rapidement opérationnels, pratiques du financement à garder en tête et à penser le plus tôt possible dans le cadre du montage de votre dossier de financement. Donc, on vous a mis une liste de documents à prévoir pour le début des discussions avec le prêteur. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tous ces documents en main avant la signature de la lettre d'intention, mais sachez que habituellement, ça ressemble à ça, les demandes. Évidemment, ça va dépendre de chacun des dossiers, mais on va demander mémo fiscal, l'organigramme corporatif de la société qui est vendue, bilan d'ouverture de cette société-là. Un bilan d'ouverture, essentiellement, ça représente la photo du bilan anticipé de la société au jour 1 de la transaction, sur lequel la banque va se baser pour faire ses projections, ses respects de ratio et la mise en place de ses sûretés garanties. Tous les documents financiers traditionnels, état financier des 5 dernières années, état financier interne si jamais la fin d'année est trop loin, bilan personnel de vous à titre d'acheteur parce que probablement que vous allez cautionner ce financement-là et vos projections financières. Évidemment, le dernier document qui est le plus important, en fait, qui est le document qui déclenche le processus de financement, c'est la lettre d'intention signée. Habituellement, les institutions financières, à moins d'exception, à moins que vous ayez une très bonne relation déjà avec votre banquier, ils regarderont pas votre dossier de financement avant que la lettre d'intention soit signée. Ça amène quelques enjeux qu'on va parler plus tard dans la transaction, dans la présentation, mais sachez que si vous cognez à la porte des institutions, ils vont vous demander une lettre d'intention signée.
Petit commentaire concernant le calendrier de financement et de transaction, juste pour que vous gardiez ça en tête, puis vous vous assuriez que tous les intervenants dans votre dossier s'enlignent pour une même date, puis qu'on s'assure de faire toutes les étapes nécessaires pour mettre en place ces financements-là, parce que trop souvent, on arrive à l'échéance avec la date de clôture qui est fixée et des petites problématiques de dernière minute, des demandes du financement qui arrivent à la dernière minute font en sorte qu'on n'a pas le choix de reporter la transaction, soit plus tard dans le mois ou souvent au mois subséquent. Donc, sachez que dès que vous avez la lettre d'intention, le plus rapidement possible, essayez d'aller contacter votre institution pour monter le dossier, s'assurer que les demandes documentaires de leur côté sont faites rapidement pour que vous puissiez gérer le lien entre le vendeur et les demandes de la banque et leur mise en place de garantie pour que tout le monde arrive à la date de clôture et soit prêt pour le décaissement. Donc, à garder en tête. Mise à jour des sûretés et autorisations, juste petit commentaire qu'on voit souvent dans les dossiers qui peut amener certaines problématiques. C'est des vieilles inscriptions d'hypothèques qui ont plus d'affaires dans la société parce que les banques, c'est pas leur business de radier leurs hypothèques, leur business, c'est d'accorder des financements. Donc, souvent, on va se retrouver à faire des recherches au RDPRM, registre foncier, s'il y a un immeuble. On va se rendre compte qu'il y a plusieurs hypothèques en lien avec des anciennes marges de crédit, des anciens prêts, des anciens financements sur des automobiles qui sont pas radiés. Ça, c'est important de faire ces recherches-là au début parce que après ça, il faut contacter ces personnes-là, s'assurer que les radiations sont obtenues avant la transaction. Puis encore une fois, c'est dans un objectif de ne pas avoir à reporter pour des raisons administratives comme ça. Fait qu'on vous le mentionne rapidement à faire attention. Quelques termes et conditions maintenant classiques du financement. Le premier qu'on veut discuter, plutôt on a discuté de la balance de prix de vente. Un des termes qui est le plus contraignant, qui peut apporter beaucoup de problématiques dans nos transactions, c'est la subrogation, la prorogation de la balance de prix de vente. Donc, on se replace dans la lettre d'intention. On a négocié avec notre vendeur une balance de prix de vente de 200 000 sur notre prix de vente de 1,2 million. Parfait, c'est bon. On lui accorde, on va le payer en dedans de 3 ans à 7 notre 200 000 dollars. On arrive au dossier de financement avec la banque. La banque, de son côté, reçoit ça, mais il y a dans la plupart des dossiers une condition essentielle pour la banque, c'est de dire, ben, moi, je suis prêt à te prêter l'argent. Par contre, il va falloir que tu dises à ton vendeur qu'il va attendre après que je me fasse rembourser en totalité mon prêt pour pouvoir recevoir sa balance de prix de vente. Donc, on voit souvent ce type de clause-là dans les dossiers de financement. La banque veut se faire payer en totalité avant que le vendeur obtienne sa balance de prix de vente. C'est pour sécuriser la banque. Donc, dans le message ou dans les discussions, il faut absolument être très transparent avec votre vendeur dès le début à ce niveau-là parce que si quelqu'un qui a sa business depuis des années n'est pas nécessairement au courant ou habitué de faire ce type de transaction-là, donc ça peut être une grosse surprise pour eux. Puis des fois, le prêt va être amorti sur 15, 20, 25 ans dans les plus gros dossiers. Donc, il faut que le vendeur soit conscient que ça se peut que la banque demande à ce que la balance de prix de vente soit payée dans 25 ans, ce qui peut amener un impact financier important, un impact sur la transaction. Puis plus vous en parlez tôt, plus on va pouvoir savoir si ça, c'est un deal breaker pour le vendeur, puis ajuster le tir avec la banque. Parce que si on s'engage dans un processus de vérification diligente qui est long, qui coûte cher, puis que finalement on obtient les lettres d'intention de la banque ou les lettres d'offre de la banque, puis on voit cette condition-là, puis qu'on n'en a pas parlé, ben, on a vu des transactions qui ont dû se terminer en raison de cette clause-là. Par contre, ce qu'on est souvent capable de négocier avec la banque, qui est habituellement accepté, c'est une clause de respect de ratio financier. Donc, cette subrogation ou prorogation de la balance de prix de vente va être soumise à une exception, qui est le fait que si la business va bien, si la société est en mesure de respecter ses ratios, on va lui permettre de décaisser par anticipation la balance de prix de vente afin de respecter les termes qui sont prévus à la lettre d'intention et à la convention de vente. Donc, ça, c'est un peu l'entre-deux. En pratique, cette clause-là de prorogation, très difficile à faire sauter. Euh, même si c'est un deal breaker pour le vendeur, les banques bougent très rarement, à part si la balance de prix de vente est une portion minime puis que le risque est vraiment pas trop élevé pour eux. On va souvent avoir de la difficulté à faire sauter ça. Donc, c'est très important d'en parler dès le début avec votre vendeur.
Cautionnement, mais comme vous allez le voir plus tard, on va parler de structure, mais probablement que vous allez faire l'acquisition par le biais d'une société de gestion qui va acquérir les actions. La banque va certainement essayer de prendre le plus de garanties possible ici et là, incluant un cautionnement personnel de vous à titre d'actionnaire de votre société qui va procéder à l'acquisition. Donc, deux termes que je voulais discuter avec vous au niveau du cautionnement, c'est que vous allez certainement voir dans vos conditions, c'est le bénéfice, la renonciation en fait au bénéfice de division et discussion. Essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que bien que vous êtes seulement caution du prêt, vous êtes responsable à 100% aux yeux de la banque, peu importe que vous êtes deux cautions, deux emprunteurs, peu importe, vous êtes responsable à 100%. La banque peut se retourner vers vous pour l'entièreté du prêt. Et le bénéfice de discussion, c'est que la banque peut se retourner vers vous sans avoir à attaquer en premier l'emprunteur principal. Donc, si vous êtes plus solvable que votre société, ben, la banque n'a pas besoin de poursuivre votre société avant de vous attaquer au niveau personnel. Elle peut vous attaquer directement au niveau personnel. Encore une fois, en pratique, c'est presque impossible de faire sauter ce type de clause-là. Si vous avez des inquiétudes là-dessus, parlez-en avec votre banquier, mais on doute fortement que vous allez réussir à faire sauter ça. Pour rester dans les sûretés, ben, les hypothèques traditionnelles qui vont être mises en place, s'il y a un immeuble, évidemment, il va y avoir une hypothèque immobilière sur cet immeuble-là, mais la plupart du temps aussi, il va y avoir une hypothèque sur l'universalité des biens qu'on appelle, donc tous les actifs de la société, incluant ses comptes à recevoir. Donc, ça, c'est des hypothèques qui sont publiées au RDPRM, qui sont assez classiques. Euh, Ensuite de ça, je voulais parler de remboursement par anticipation, juste pour que vous soyez au courant puis que vous ayez des opportunités de négociation. De manière générale, il va y avoir des pénalités si vous payez trop vite votre prêt. La business de la banque, c'est de prêter, c'est pas de recevoir rapidement ses prêts, c'est de faire de l'intérêt sur ces prêts-là à long terme. Par contre, on est habituellement capable de négocier certains paiements par anticipation de manière annuelle sur le solde de ce prêt-là tournant habituellement entre 10 et 25 du solde. Vous pouvez, comme une hypothèque de maison, mettre un montant additionnel sur votre hypothèque, sur votre prêt d'acquisition pour diminuer la charge d'intérêt dans les prochaines années. Donc, ça peut être intéressant si la business va super bien puis que vous voulez diminuer cette charge d'intérêt, ça peut être intéressant. Des fois, dans des montages financiers un peu plus complexes, un peu plus risqués, on va voir le contraire. Donc, la banque va exiger que toutes les liquidités excédentaires qui sont générées dans la business soit utilisé pour payer par anticipation le prêt. Donc, cet aspect-là à discuter avec votre banque. Ensuite de ça, obligation d'information, juste pour que vous soyez au courant. Une fois que la convention de prêt est signée, que le prêt est décaissé, puis que les hypothèques sont mises en place, mais c'est pas la fin de votre relation avec la banque en lien avec ce prêt-là. Il va falloir que vous les maintenez au courant de la réussite de la business. Donc, minimalement, une fois par année, vous allez envoyer des états financiers, bilan. Mais plus souvent qu'autrement, on va voir au moins 2 fois par année, vous allez envoyer des bilans internes et des états financiers à la banque pour qu'ils puissent vérifier le respect de vos ratios financiers, entre autres. On voit même dans des dossiers des demandes mensuelles, là, c'est assez courant. Petite précision au niveau des opérations courantes. La banque qui finance veut également, ou si vous chargez tous les frais bancaires généraux qui peuvent dans votre dossier, donc ils vont demander que les opérations courantes en lien avec votre nouvelle société soient transférées, si c'est pas déjà dans cette institution financière-là, soient transférées vers la banque qui va financer votre acquisition. Donc, ça, c'est à prévoir aussi. Et finalement, j'ai parlé un peu de ratios financiers à respecter, mais sachez qu'il y a plusieurs ratios que dans votre convention de vente va dicter pour que vous soyez considéré comme en règle face à votre institution. Donc, c'est bien important de les comprendre, de s'assurer que mensuellement, vous les suivez, que s'il y a des transactions que vous avez à faire, ben, les regarder pour s'assurer que vous ne soyez pas en défaut de vos ratios financiers qui sont souvent liés, par exemple, à votre bilan, là, les actifs et les passifs de votre société. Théoriquement, si vous ne respectez pas vos ratios, vous êtes en défaut et la banque pourrait rappeler le prêt. En pratique, il y a souvent des discussions avant qu'on arrive à cette situation-là, mais c'est à garder en tête. Maintenant, quelques clauses restrictives que la banque va vous demander. Donc, la banque va maintenir une certaine gestion dans votre société post-transaction, va s'assurer que vous ne faites pas des actions qui mettraient en péril le remboursement du prêt. Donc, il y a plusieurs éléments que vous allez retrouver dans votre convention de vente qui nécessitent l'autorisation de la banque avant de procéder. Le plus classique, le plus facile à comprendre, c'est la distribution de surplus hors du cours normal des affaires.
Donc, si vous versez un bonus qui est hors du cours normal, si vous voulez vous verser des dividendes, si vous voulez rembourser un autre prêt, par exemple, la balance de prix de vente, si vous voulez acquérir une nouvelle société, c'est toutes des décisions qui vont impacter potentiellement la capacité de la société à rembourser la banque. Donc, vous devez avoir une bonne relation avec votre banquier pour le tenir informé puis obtenir son autorisation écrite avant de procéder à ce type de transaction-là. Maintenant, je vais passer la parole à Anne-Frédérique qui va rentrer un peu plus dans les objectifs fiscaux et les structures d'acquisition au niveau du financement. Bonjour à tous. Donc, comme le dit Jérémy, maintenant, on va passer à la portion fiscale d'une acquisition d'entreprise. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il existe plusieurs types de structures d'acquisition différentes et que selon le type de structure qui est choisi, mais ça va avoir des conséquences fiscales qui vont être parfois très avantageuses ou désavantageuses. Donc, c'est important de faire le bon choix. Donc, si on passe directement au cœur du sujet, on a relevé plusieurs objectifs fiscaux principaux qui vont être parlés aujourd'hui et c'est les objectifs qu'il faut analyser lors d'une acquisition d'entreprise. Donc, d'abord, ce qu'on veut, ça va être de maximiser la déductibilité des intérêts du prêt. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que nécessairement, avec un prêt vient des intérêts à payer. La bonne nouvelle, c'est que ces intérêts-là sont déductibles d'impôts parce qu'ils sont engagés dans le but de gagner un revenu. Donc, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que si, par exemple, vous avez des revenus de 100 000 et des intérêts de 7 000 ben, aux fins fiscales, le revenu imposable, ça va être de 93 000 Donc, ça, c'est un grand avantage euh, à aller chercher. Comment on peut aller chercher cet avantage-là? Ben, c'est en ayant du revenu. Donc, vous allez voir un peu plus tard dans la présentation comment on peut arriver là, parce que c'est pas dans toutes les structures que ça va le permettre. Le deuxième avantage, qui est selon nous l'avantage le plus grand à aller chercher, c'est d'être en mesure de structurer le remboursement du prêt de façon fiscalement efficiente. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que on veut absolument que le remboursement du prêt se fasse libre d'impôt par le versement de dividendes intersociétés. Donc, comment on se rend là? En fait, c'est en s'assurant que le prêt est détenu par une société, donc que ce soit une société qui va acquérir les actions de la société cible et non un particulier. Et par la suite, la société qui fait du revenu, la société opérante, va pouvoir verser un dividende libre d'impôt à la société qui détient le financement et comme ça, le prêt va pouvoir être remboursé libre d'impôt. Tandis que personnellement, si c'est vous qui détenez le financement parce que vous voulez absolument acheter les actions, ben, comme vous le savez, un particulier, à chaque fois qu'on reçoit de l'argent d'une société, on est imposé, malheureusement. Donc, que ce soit autant en salaire ou en dividende, on va être imposé. Donc, au final, le remboursement du prêt va coûter environ 2 fois plus cher. Le troisième élément à prendre en compte, en fait, c'est de maximiser la structure post-acquisition. Là, je comprends qu'on est dans une présentation sur l'acquisition, il faut quand même penser au après. Parce que dans le fond, les actions que vous allez acheter, ben, on peut penser que plus tard, vous allez vouloir les revendre et ainsi avoir accès à l'exonération pour gain capital. Vite, vite, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une mesure fiscale qui permet de vendre des actions libres d'impôt jusqu'à concurrence de 1 250 000 une fois dans votre vie. C'est un montant qui est indexé à chaque année. Donc, pour avoir accès à l'exonération pour gain capital, il y a beaucoup de critères à remplir. Donc, c'est pour ça qu'on vous conseille d'y penser d'avance, en amont, en fait, de la vente de vos actions et évidemment d'aller consulter un fiscaliste. Donc, on va maintenant passer au cas pratique. Donc, nous, on a choisi de vous parler des différentes structures d'acquisition en faisant un cas pratique qui va vraiment vous démontrer chaque avantage et désavantage des structures pour que vous soyez vraiment en mesure de comprendre c'est quoi les économies fiscales qu'on peut faire. Donc, dans notre situation, on va toujours avoir un prix d'acquisition fixe de 1 million une mise de fonds interne de 100 000 une balance de prix de vente du vendeur de 250 000 et le solde du financement sera assumé par la banque de 650 000. Pour les fins de l'exemple, on a pris des intérêts annuels de 7 autant pour la balance du prix de vente que pour la banque. Mais il faut quand même savoir là, que dans la vraie vie, c'est pas des éléments qui sont liés. Donc, c'est très possible que le taux soit différent pour la balance du prix de vente que la banque.
soit le taux ou les modalités de remboursement. Donc, dans notre cas, ça va être remboursé sur 7 ans mensuellement. Avec ces données-là, les intérêts totaux payés, c'est de 241 000 Donc, ça, c'est vraiment sur le 900 000 de financement externe. Donc, au total, le financement externe coûte 1 141 000 Donc, déjà là, c'est déjà beaucoup d'argent. Donc, maintenant, on passe aux différentes structures. Comme vous voyez, on a 4 cas à vous présenter qui reflètent les différents choix qui vont s'appliquer à vous. Ce qu'il faut comprendre, premièrement, en regardant les différents choix de structure, c'est vraiment la différence entre le cas numéro 1 et le cas numéro 2, 3, 4. La grande différence, c'est que dans le cas numéro 1, ça va être une acquisition personnelle, tandis que dans tous les autres cas qu'on va vous présenter, c'est une acquisition via une société. Donc, vous allez voir à quel point ça va avoir des enjeux fiscaux différents. Donc, on passe au cas numéro 1, qui est une détention personnelle. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est que c'est Simon, l'acheteur, qui va acheter personnellement les actions de Garage Inc., qui est la société cible. Donc, dans ce cas-ci, le financement se fait au nom de Simon. L'avantage de cette structure-là, évidemment, c'est que c'est plus simple parce qu'on n'a pas à mettre en place de société de gestion. Donc, nécessairement, c'est moins onéreux. Le grand désavantage, c'est que le remboursement du prêt se fait avec de l'argent qui a été imposé. Donc, comme je l'ai dit un peu plus tôt, tantôt, dès qu'il y a de l'argent qui sort d'une société, normalement, c'est imposé. Donc, que ce soit imposé à titre de salaire. Donc, je vous rappelle que le taux marginal le plus élevé est à 53 et 31 ou à titre de dividende qui peut aller jusqu'à 48 ben, ça va coûter 2 fois plus cher payer le prêt parce que c'est payé avec de l'argent qui est imposé. Donc, au total, le coût du financement externe, on tombe à 1 711 000 tandis que dans la page précédente que je vous avais montrée, le coût était à 1 141 000. Donc, on voit déjà là il y a une différence d'environ 600 000, qui est vraiment, cette différence-là, en fait, elle est vraiment due à l'impôt qu'a dû payer Simon pour être en mesure de rembourser le prêt. Il y a aussi un autre grand désavantage, c'est par rapport aux actifs excédentaires. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que si Garage Inc., ça va super bien, la société est en mesure de payer Simon pour qu'il rembourse le financement, est en mesure d'injecter pour ses propres activités, puis elle a en plus des liquidités excédentaires qui s'accumulent. Ben nous, à titre d'avocat fiscaliste, on ne va jamais vous conseiller d'accumuler ces sommes-là dans la société opérante. En fait, c'est vraiment en matière de protection d'actifs. Ce qu'on veut pas, c'est qu'un créancier vous poursuive et que l'argent soit super facilement accessible dans le compte de banque. Donc, normalement, on va conseiller de sortir les sommes. Sauf que, comme vous voyez dans la structure qui est présentée, si on sort les sommes, ben, nécessairement, Simon s'impose. Donc, peu importe qu'il s'impose à titre de salaire ou dividende, il y a beaucoup d'impôts qui est payé. Donc, à ce niveau-là, c'est très désavantageux aussi. Mais ce qu'il faut retenir de cette structure-là, l'élément le plus désavantageux, c'est vraiment au niveau du remboursement du prêt qui se fait avec de l'impôt. Maintenant, on passe au cas numéro 2, qui est le cas d'une acquisition par une société. Donc, comment ça va fonctionner, c'est que Simon va incorporer une société qu'il va détenir à 100%, Acquisico Simon. Et c'est cette société-là qui va détenir le prêt et par la suite qui va acheter les actions de Garage Inc. Donc, dès là, on se retrouve avec le plus grand avantage qui est que le remboursement du prêt va se faire avec des dividendes libres d'impôt. Donc, Akizco Simon va simplement recevoir des dividendes de Garage Inc. et elle va rembourser le prêt, mais elle va avoir payé 0 $ d'impôt là-dessus. Donc, c'est très important à prendre en compte. Au niveau des désavantages, bien évidemment, on a mis en place une société, donc ça coûte plus cher. L'incorporation d'une société, dépendamment d'avec qui vous faites affaire, ça va tourner entre 1000 à 2000 dollars. Mais après ça, ce qu'il faut prendre en compte, c'est les frais de maintien en vie d'une société. Au niveau légal, c'est pas substantiel, là, c'est juste pour la mise à jour du livre des minutes, mais c'est plus au niveau comptable et fiscal parce qu'on va devoir faire des états financiers à chaque année et des déclarations de revenus. Donc, encore une fois, dépendamment de votre dossier, ça peut coûter entre 2000 à 5000 $ par année. Donc, c'est pas substantiel, mais c'est quand même à prendre en considération.
Cette structure-là a aussi un autre désavantage qui est au niveau de la déductibilité des intérêts du prêt. Parce que ici, Akisco Simon paye des intérêts, sauf que malheureusement, elle n'a pas de revenu à l'encontre duquel elle est capable de déduire ces intérêts-là. Donc ça, c'est désavantageux pour elle. La petite bonne nouvelle, c'est que c'est pas perdu parce que, en fait, ce que ça va créer, c'est une perte parce que nécessairement, elle a 0 $ de revenu. Puis là, elle prend une déduction sur les intérêts. Donc, ça crée une perte. Et cette perte-là va être reportable 20 ans dans le futur. Donc, si un jour, Akisco Simon a des revenus, ben oui, elle va être en mesure de déduire ces intérêts-là. Mais pour la structure qui est présentée actuellement, vraiment dans le cadre d'une acquisition d'actions, elle ne sera pas en mesure. Donc, c'est quand même un désavantage important. Maintenant, si on regarde le coût total du financement externe, ben, on est retourné aux 141 000 donc ce qui est très bien par rapport à la structure 1 qui était présentée. Cette structure-là, on ne va pas la recommander à cause de la déductibilité des intérêts, sauf que ça se peut que vous soyez quand même obligé de l'avoir dans le cas où il y a une acquisition partielle des actions par un actionnaire. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si Garage Inc. a déjà d'autres actionnaires et que Acquisico Simon achète juste une portion des actions, ben nécessairement, on ne va pas recommander de faire une fusion, ce qui vous allez voir est dans le cas numéro 3. On ne va pas recommander ça parce qu'on ne veut pas que le prêt se ramasse dans la société opérante avec les autres actionnaires qui vont juste pas vouloir cette option-là, en fait. Donc, c'est vraiment la seule situation où on va recommander le cas numéro 2. Maintenant, si on passe au cas numéro 3, c'est la suite. Mais il y a la fusion par la suite. Donc, les étapes, c'est encore l'incorporation, le financement, l'achat des actions. Mais ensuite, on a la fusion de Akiziko Inc. avec Garage Inc. Donc, ce que ça fait comme avantage, bien évidemment, on garde le même avantage d'être en mesure de rembourser le prêt avec des dividendes libres impôts. Mais là, on tombe au deuxième avantage qui est la déductibilité des intérêts parce qu'après la fusion, le prêt est rendu dans la même société opérante qui détient tous les revenus. Donc, on va être en mesure de déduire les intérêts. Donc, si on regarde, ça représente une économie d'impôt d'environ 63 887 Donc, ça, c'est substantiel. C'est pourquoi le cas numéro 3, c'est le cas, dans le fond, qu'on va vous recommander là, dans la grande majorité des cas dans une structure d'acquisition d'actions, même si elle comporte un désavantage qui est au niveau des liquidités excédentaires. Donc, un peu comme je l'ai expliqué dans le cas 1, si Garage Inc. va super bien puis elle commence à accumuler des liquidités excédentaires, mais si elle veut les sortir, elle a juste Simon à qui les sortir et Simon va devoir s'imposer là-dessus. Donc, c'est pas avantageux à ce niveau-là, mais ça reste la structure qu'on va vous recommander parce que le grand avantage d'être en mesure de rembourser le prêt avec de l'argent libre d'impôt et de déduire les intérêts du prêt. Donc, le coût total du financement externe, on tombe en bas du 141 000. On tombe à 1 77 000. Puis la différence, c'est vraiment au niveau de la déduction des intérêts. Maintenant, si on tombe au cas numéro 4, c'est encore une fois, c'est la suite. Donc, on avait l'incorporation, le prêt, l'achat des actions, la fusion, mais là, on tombe par la suite à une réorganisation interne. Donc, je ne vais pas passer en détail toutes les étapes pour passer pour la réorganisation, mais ce qui est important de comprendre, c'est la structure finale. Donc, si vous voyez à l'étape 3, on a Simon qui détient personnellement 99% des actions participantes de la plus-value future de Garage Inc. Et on a incorporé une nouvelle société de gestion, donc Gestion Simon, après la fusion. Donc, c'est important de comprendre que ce n'est pas la même société que Akiziko Simon, c'est une nouvelle société. Cette société-là détient 1% des actions. Donc, si on regarde les différences avec cette structure-là, on a encore les mêmes avantages que tantôt, donc ils ne sont pas reproduits, mais on a des nouveaux avantages qui est au niveau des actifs excédentaires. Donc, là, dans cette structure-là, ils vont pouvoir être sortis de Garage Inc. à Gestion Simon libre d'impôt. Donc, par le biais de dividendes, on est conscient que c'est une structure qui est un peu plus risquée au niveau fiscal. Par contre, suivant des interprétations techniques des autorités fiscales, on est très à l'aise de vous proposer cette structure-là.
Donc, c'est vraiment optimal au niveau des liquidités excédentaires parce qu'ils vont pouvoir aller dans Gestion Simon. Par la suite, Gestion Simon va pouvoir placer cet argent-là et ça va être avantageux à ce niveau-là. Il y a aussi un autre énorme avantage qui est au niveau de l'accès à l'exonération pour gain en capital. Parce que tantôt, quand j'en ai parlé un peu plus tôt, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'un des critères pour avoir accès à l'exonération pour gain en capital, c'est que les actions soient vendues par un particulier. Donc, dans la structure 3, le cas numéro 4, mais à l'étape 3, Simon va pouvoir vendre les actions qu'il détient personnellement dans Garage Inc. Et avoir accès à l'exonération pour gain capital. Mais Gestion Simon, elle n'aurait pas accès à l'exo sur les actions qu'elle détient. Donc, c'est juste les actions détenues par Gestion Simon. Cette structure-là permet à Simon d'accumuler la valeur future sur ces actions-là et ainsi avoir accès à l'exonération pour gain capital dans le futur. Si ça vous intéresse, il y a aussi façon de mettre en place une fiducie familiale qui va permettre la multiplication de l'exonération pour gain en capital. On ne tombera pas dans ce sujet-là aujourd'hui. Par contre, je vous invite à aller voir un fiscaliste si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais à tous les coups, cette structure-là permet vraiment de penser davantage au futur. Donc, la différence entre la structure 3 et la structure 4, la structure 3 était très complète pour tout ce qui a trait à l'acquisition. Et la structure 4, c'est vraiment de penser au post-acquisition. Le désavantage, ben là, comme on s'en doute, c'est que ça coûte plus cher parce qu'au final, on a mis en place deux sociétés, on a fait une fusion et parmi la dernière société qu'on a mis en place, Gestion Simon, ben, cette société-là, elle est là pour rester dans le futur. Donc, nécessairement, ben, les coûts de maintien que je vous ai parlé un peu plus tôt, ils vont être là, mais à chaque année. C'est à prendre en considération, mais c'est quand même une structure fiscale qui vaut la peine quand, dépendamment de comment va votre société opérante. Donc, le coût total du financement externe, c'est encore une fois, c'est le même que dans le cas numéro 3 parce qu'on bénéficie encore des mêmes avantages. Excellent. Fait qu'on vous a monté un petit tableau résumé de ce qu'Anne-Frédéric vient de vous présenter. Donc, juste pour faire un petit recap, au niveau de la détention personnelle, vous aurez compris que côté financement, c'est vraiment pas l'idéal. On vous l'a chiffré, mais ça a un impact quand même assez considérable parce qu'on paye notre prêt à l'aide de liquidités post-imposition, là, après imposition. Donc, vraiment pas avantageux, on le recommande pas. Société de gestion sans fusion, mais on voit qu'on vient de faire une économie substantielle à cause des dividendes libres d'impôts. Donc, au fur et à mesure qu'on génère des liquidités dans notre société opérante, on verse des dividendes libres d'impôts dans notre société de gestion, qui est l'emprunteur, qui rembourse son prêt sans s'être imposé au niveau personnel dans le cadre de la transaction. Ensuite de ça, on va chercher une économie supplémentaire dans notre planification en s'assurant que le prêt se ramasse dans une société qui génère des revenus permettant de déduire des intérêts, donc économie supplémentaire dans la structure. Puis l'option 4 ou l'option 5 qui inclurait une fiducie familiale, ben, c'est simplement pour vous démontrer, ben, au moment de la transaction, on n'a pas d'économie financière en lien avec la transaction. Par contre, plus on met en place une structure fiscalement efficiente pour le futur, plus on est assuré d'obtenir l'exonération pour gain en capital, qui est une économie fiscale qui va outrepasser tous les intérêts financiers qu'on vient de vous présenter, là. Donc, tant qu'à être dans le cadre de la transaction, tant qu'à travailler dans la structure corporative, souvent, on va en profiter pendant qu'on a la valeur pour établir la structure fiscale pour le futur. Parce qu'on ne sait jamais quand on va recevoir une offre d'un tiers, puis si on est mal structuré, ben, malheureusement, on laisse beaucoup d'argent sur la table au niveau de l'imposition. Donc, à prendre en considération, souvent, c'est l'aspect qui est négligé. On va avoir des conseillers qui vont mettre en place notre structure d'acquisition, mais après ça, on se retrouve souvent, trop souvent avec une société qui n'est pas prête à être revendue au niveau fiscal. Donc voilà, ça fait le tour de notre présentation. Je pense que Martin va prendre quelques questions du Q&A. Oui, tout à fait. Donc, je crois que c'est Chantal ou Nolwenn qui va gérer les C'est questions. Chantal. Chantal, bon, excellent Nous Chantal. avons en effet beaucoup, beaucoup de questions. On va essayer d'en répondre un maximum là, dans le délai qu'il nous reste. Donc, j'y vais comme suit. Est-ce qu'il y a un taux d'intérêt sur une balance de prix de vente?
Oui, habituellement, on va avoir un taux d'intérêt qui va varier selon votre négociation, mais c'est très inhabituel d'avoir une balance de prix de vente qui ne porte pas intérêt. Ce qu'on va par contre des fois négocier, c'est bon, des congés de paiement ou des congés de paiement d'intérêt pendant une certaine période pour s'assurer de remettre la business à flot au niveau financier pour dans les premiers mois, premières années de la transaction. Mais oui, c'est habituel de demander un taux d'intérêt de la part du vendeur. Parfait, merci. Est-ce que le REER peut être utilisé pour la mise de fonds? Le REER peut être utilisé pour une mise de fonds, mais c'est pas un cas qui permet le retrait d'un REER sans pénalité. Vous allez devoir payer vos pénalités habituelles. C'est pas comme le retour aux études ou d'autres éléments qui nous permettent le décaissement de nos REER sans pénalité. L'acquisition d'une entreprise en fait pas partie, malheureusement. Une autre question concernant la mise de fonds. Si on trouve des partenaires silencieux, par exemple les membres de la famille, qui mettent 20% du prix de vente en échange d'équité, est-ce que ça peut remplacer la mise de fonds du requérant? Oui, on appelle ça plus du love money, qui est habituellement pas lié nécessairement à de l'équité, mais oui, ça fait partie du montage financier global de votre mise de fonds. Le seul élément que je dirais, c'est que parfois, les banquiers vont demander quand même que l'investisseur principal ait un intérêt financier dans le cadre de la transaction pour s'assurer que, comme on dit, qu'il y ait un skin in the game qui soit lié personnellement au niveau financier à cette entreprise-là. Merci. Une question plus pour Martin. Si on fait affaire avec Reprenariat Québec et vos partenaires experts comptables notaires, est-ce que leurs services sont payants? Ben, en fait, nous, on accompagne effectivement le repreneur, mais on va orienter ces genres de questions-là qui sont très techniques. C'est pas nous qui allons traiter ces genres de questions-là. Donc, on va référer à nos partenaires comme Equitas, donc pour traiter ces questions-là. Donc, la réponse est, on vous accompagne, mais on est entouré d'experts qui, effectivement, ben, à ce moment-là, les experts vous chargeront les honoraires qui sont établis là, par leur firme. Merci. Prochaine question. Si je fais l'acquisition d'une compagnie au travers de ma société de gestion holding, suis-je obligé de faire un achat par action ou alors je peux aussi faire un achat des actifs? Je vois deux portions à cette question-là. La première portion pour ce qui est d'un holding qui est déjà en place, si je comprends bien, s'il y a un holding qui est déjà en place, qui détient d'autres sociétés, souvent ce qu'on va mettre en place, c'est une structure en cascade, là. Donc, le holding va être actionnaire de l'Acquisico, qui, elle, qui va acheter les actions de la société pour qu'ensuite la fusion procède. Parce que si on fait juste l'acquisition par la société holding, ben, on peut pas fusionner cette société-là puisqu'elle détient des actions dans une autre société. Ça, c'est la première portion de la réponse. Si on parle plus d'une acquisition d'actions versus actifs, ben évidemment que tous les éléments qu'on vous a mentionnés s'appliquent dans le cadre on a fait des exemples dans le cadre d'une acquisition d'actions. Par contre, pour les actifs, c'est le même principe, sauf que la société qu'on met en place, la Acquisico, va être la société opérante automatiquement. On n'aura pas besoin de procéder à une fusion post-transaction parce que la société qui achète les actifs va devenir l'opérante automatique sans nécessiter la fusion. Merci. La prochaine question. En tant que caution personnelle, est-ce que la maison familiale serait en jeu si l'entreprise venait qu'à faire faillite? Je souhaite être avisé des risques que cela pourrait avoir sur mon conjoint qui possède la maison familiale également. Effectivement, à titre de caution personnelle, on met à risque tous nos actifs. C'est pas une hypothèque ou une autre garantie directement sur le lien de la maison, mais si vous vous faites attaquer personnellement et que vous n'avez pas les liquidités pour payer, ben, ils peuvent venir saisir vos actifs s'ils ont un jugement contre vous. Donc, ça a un impact effectivement sur les copropriétaires. Merci. Comment est-ce que la structure d'acquisition choisie est impactée s'il s'agit d'un achat d'actifs plutôt que d'actions? Je m'excuse, peut-être que vous venez de le dire. Ouais, je pense que j'ai un peu répondu, mais c'est ça essentiellement, on évite la fusion, ça change pas grand-chose. Puis même que dans le cadre de la structuration de l'entreprise, la restructuration qu'on parlait par exemple dans le cas 4 peut être mise en place en amont sans avoir à faire de réorganisation parce qu'on crée la nouvelle société qui va acheter les actifs. Donc, dans la création, on va faire les souscriptions aux actions
qu'on veut pour que la structure soit déjà fiscalement efficiente au moment de l'acquisition. Fait que c'est plus simple, là. C'est plus simple, mais en pratique, on voit beaucoup plus d'acquisition d'actions pour la raison de l'exonération pour gain en capital du vendeur. Prochaine question. Pourquoi un investisseur actionnaire souhaite détenir plus de 10% supposément pour fin fiscale pour les dividendes futurs? Ouais, là tu sais, il y a des spécificités à ça, mais pour répondre rapidement, les dividendes intercorporatifs qu'on appelle sans impact fiscal, là, les dividendes non imposés entre deux sociétés, c'est seulement valable lorsqu'une société détient plus que 10% en droit de vote et 10% en juste valeur marchande des actions d'une société qui verse le dividende. Il y a certaines exceptions comme quand notre structure qu'on mettait à 99%, 1% dans l'exemple 4, c'est parce que la même personne contrôle les deux sociétés. Ça nous permet de pas donner 10% à la société. Mais quand on a plusieurs actionnaires, on est souvent pris à devoir donner 10% parce que sinon, les dividendes intercorporatifs vont être imposables. Prochaine question. En prenant toujours l'exemple d'un vendeur qui veut vendre à 1,2 million, si le vendeur est fermé à une balance de prix de vente et que la banque accepte qu'il n'y ait pas de balance de prix de vente, est-il possible que le propriétaire conserve des actions dans la compagnie et qu'on établisse le prix de rachat de ces actions dans un délai déterminé et à un prix déterminé? Oui, ça peut être, mais en fait, c'est un peu une balance de prix de vente déguisée, là. Ça revient un peu à la même chose. On pourrait procéder à ce qu'on appelle un gel fiscal des actions au moment de la vente. On n'en achète qu'une portion, puis on s'engage à racheter, par exemple, dans l'exemple, 200 000 actions qui valent 200 000, qui sont fixes dans le temps. On pourrait les racheter au fur et à mesure, mais ça revient à être une balance de prix de vente, là, en pratique. Merci. Une question en lien avec le cas numéro 2. On demandait, et pour le salaire de Simon, c'est le garage qui le paierait et non son Inc. qui détient les actions. Effectivement, le salaire proviendrait de la société opérante. Question pour le cas 1. Les prochaines questions sont beaucoup en lien avec les cas. On prétendait que c'était moins onéreux, mais je crois comprendre que c'est plus onéreux en fait. Ouais, ben c'est moins onéreux comme structure corporative. C'est vrai que peut-être que ça portait à confusion, là, mais c'est juste à mettre en place. C'est des plannings comme le CA4, ça dépend vraiment des situations, mais c'est des plannings qui peuvent aller de 10 à 20 000 d'honoraires quand même à mettre en place. Puis ensuite de ça, on a une structure qui est plus coûteuse annuellement. C'est simplement pour ça qu'on disait moins onéreuse, mais vous avez vu dans les exemples chiffrés, effectivement, qu'à la fin de la journée, on est mieux de payer 10 à 20 000 d'honoraires pour pas avoir à payer 600 000 de plus en intérêts, en impôts et autres avantages. Parfait. Une autre question sur le cas 2. Les dividendes interco sont libres d'impôts et permettent de rembourser le prêt. Cependant, la compagnie opérante, Garage Inc., a payé les impôts corpaux avant extraction des dividendes vers Acquisico, n'est-ce pas? Oui, effectivement, c'est la distinction qu'on fait, mais ça, tu sais, quand on dit un dividende sans impact fiscal, mais ça reste que c'est après imposition dans la société. C'est juste qu'on fait la distinction en disant que c'est sans impact parce qu'on a la différence entre le versement personnel dans lequel on paye de l'impôt versus le versement corporatif dans lequel le dividende n'est pas visé par une imposition. Mais dans les deux situations, la société qui a généré ces revenus-là va s'être imposée à son taux d'imposition de société qui est à 12 à 26 selon le type de revenu, là. Si j'ai une GESCO qui détient déjà d'autres entreprises, on fait quoi comme stratégie? J'en ai parlé un peu tantôt, mais c'est vraiment l'acquisition en cascade que je parlais. L'acquisition de cette GESCO-là va devoir créer une nouvelle Acquisico dans laquelle elle va être actionnaire. Puis cette nouvelle Acquisico-là, de la même manière, va procéder avec la fusion pour l'opérante. Parce que si on fait le prêt directement dans la GESCO, mais là, premièrement, on vient mettre à risque tous les actifs qui ont été accumulés dans cette GESCO-là face aux autres sociétés dans le passé. Fait que si dans l'autre société, on a généré des liquidités excédentaires, on a accumulé des fonds dans cette GESCO-là, ben là, le prêt il rentre dans GESCO, on vient de se mettre à risque face à la banque. Fait qu'on met à risque également les liquidités qu'on a accumulées. Puis la deuxième raison, c'est pour la déductibilité des intérêts. On pourrait pas, après ça, fusionner cette société-là, cette GESCO-là avec la nouvelle opérante. Donc, on aurait des déductibilités d'intérêts qui seraient perdues.
Prochaine question, dans le cas numéro 3, la fusion se fait tout de suite après l'acquisition ou existe-t-il une durée minimum? La fusion se fait habituellement le jour même de l'acquisition. Fait que, par exemple, on a une transaction au 1er octobre, on va fusionner le 1er octobre. Puis c'est important parce que c'est souvent une condition de décaissement parce que la prise de garantie se fait dans la société, la prise de garantie par la banque se fait dans la société post-fusion. Fait que si on annonce à la banque qu'on va fusionner, ben elle est rassurée parce que ces garanties vont être dans la société opérante. Si on ne fusionnait pas, ben il faudrait que la banque mette en place des sûretés dans les deux sociétés. Donc, parfois, quand que les sûretés sont mises en place au moment de la transaction, le jour même, ben, il faut obtenir le certificat de fusion, le transmettre à la banque et ensuite la banque peut décaisser. Pouvez-vous définir la notion d'actif excédentaire, s'il vous plaît? Je pense que cette question-là vient plus des discussions en lien avec les liquidités excédentaires, là, parce qu'il y a une notion d'actif excédentaire liée à l'exonération pour gain en capital, mais je pense pas que c'est là qu'on veut aller. Les liquidités excédentaires, c'est essentiellement tous les liquidités que vous accumulez qui sont au-dessus de votre fonds de roulement normal dans l'entreprise. Donc, si vous avez besoin pour les 3 prochains mois pour rouler normalement de 500 000 dans la business pour assumer vos dépenses, assumer vos employés, DAS, etc., ben, tout ce qui est au-dessus de ça va être considéré comme des liquidités excédentaires que vous mettez à risque alors que vous pourriez les sortir de la business puis venir protéger vos activités, vos liquidités qui sont accumulées. Donc, c'est au fur et à mesure, l'objectif, c'est de les retirer au fur et à mesure pour ne pas accumuler un montant important d'argent dans la société pour des raisons de protection d'actifs, comme Anne-Frédéric le disait, mais aussi pour des raisons d'exonération pour gain en capital, parce qu'il y a des tests importants à respecter. Si on accumule trop d'encaisses dans votre société, ça se peut qu'on se disqualifie pour une revente dans le futur, là. Fait que ça à garder en tête. Merci. Peut-on racheter une compagnie de gestion? Oui, on peut racheter une compagnie de gestion. On le voit dans des cas où les compagnies de gestion sont vides pour des raisons d'exonération pour gain en capital. En pratique, s'il y a des actifs dans la compagnie de gestion, s'il y a des placements qui sont accumulés là, souvent, ça va être pratiquement impossible. Si on a une compagnie de gestion qui est totalement vide, ça se peut que le vendeur veuille vendre les actions de sa compagnie de gestion pour toucher l'exonération pour gain en capital. Fait que parfois, on va pouvoir l'accommoder à ce niveau-là, là. Ça se peut. Ça dépend des actifs qu'il y a dans cette société de gestion-là. Parfait. Peut-être la dernière, dépendamment de la durée de la réponse. A-t-il été mentionné que des subventions et des programmes existent pour aider le financement de l'acquisition? S'il vous plaît, clarifier où on peut trouver plus d'informations à ce sujet. Ouais, mais j'en ai mentionné rapidement dans les types de financement au début. On n'est pas des experts en accompagnement au niveau des subventions, fait que je pourrais pas vous réaligner là-dessus. Par contre, il y a des entreprises qui se spécialisent dans de l'accompagnement pour ce type de subvention-là. Puis, comme je vous l'ai dit, je vous invite à contacter vos agents économiques régionaux là, qui vont pouvoir probablement vous aider à ce niveau-là. Merci beaucoup. Il y a encore vraiment beaucoup de questions. Malheureusement, on atteint la fin de la durée de la période de questions. Je vais te céder la parole, Martin. Excellent. Ben, merci Anne-Frédéric. Merci Jérémy. Super apprécié. Très clair comme présentation, comme toujours. Que Chantal, ma collègue, va lancer un sondage de satisfaction dans le Zoom dans les prochaines secondes. C'est peut-être déjà fait. Ah, c'est fait et voilà. Donc, s'il vous plaît, y répondre, ça nous aide à améliorer les webinaires pour les prochains webinaires. Donc, merci beaucoup. Merci de votre présence, de votre participation, les questions que vous avez posées. Désolé pour ceux qui n'ont pas eu les réponses à leurs questions à la fin. Sinon, ben, écoutez, je vais vous remercier et au plaisir de se recroiser. Merci beaucoup à tous. Et Bonne journée.